Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être encore une fois si nombreux à être présents à ce séminaire. Donc nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Jean-René Ladmiral, qui est très connu en France et à l'étranger comme spécialiste de la traduction et de la traductologie. Il est philosophe de formation d'abord, à Nanterre. Il a exercé longtemps à Nanterre. Et il s'est spécialisé ensuite sur la traduction. Alors, je ne vais pas vous égrener toute sa bibliographie, mais vous citer les livres les plus importants qui sont aussi célèbres, mais pour une raison simple. Enfin, ils ont tous été réédités au moins 2 fois. Donc, ça prouve que ce sont des livres importants. Alors, il y a un livre qu'on appelle les théorèmes, hein, les spécialistes l'appellent les théorèmes, voilà, qui s'intitule précisément « Traduire théorème pour la traduction », qui est paru pour la première fois en 1979 et qui a été réédité en 1994, en 2002 et peut-être en 2010, enfin bref, là c'est un livre, la Bible pour certains, hein, c'est la Bible de la traductologie. Voilà. Alors, parmi les livres très très connus de Jean-René Ladmiral, il y a également un beaucoup plus récent, Sourcier ou Cibliste, qui est ici. Alors, j'avais proposé à Jean-René Ladmiral d'apporter quelques ouvrages pour ceux d'entre vous qui pourraient être intéressés. Donc, si vous voulez, après la séance, vous pourrez vous procurer un exemplaire de ce livre-là. Donc ce livre date de 2014 et il a été réédité tout de suite en 2015. Il a eu un certain succès du point de vue presse, enfin de la presse. Hein. Je crois que c'est un livre qui a été bien relayé, bien accueilli parce qu'il est assez, disons, ça n'est pas un livre c'est un livre qui a une certaine technicité, mais qui est vraiment ouvert et accessible à toutes sortes de lecteurs. Alors très récemment, un livre intitulé L'expérience de traduire, publié chez Champion en 2015. Et puis, je mentionne tout de même, bien que ça nous éloigne un tout petit peu du sujet précis de la traduction et de la traductologie, mais je le signale parce que c'est un livre qui peut intéresser certains ou certaines d'entre vous, parce qu'il traite d'interculturalité. C'est un ouvrage là aussi un classique, La communication interculturelle, hein, qui a été publié pour la première fois en 89, sauf erreur, et puis ensuite il a eu 4 rééditions, la dernière date de 2015. Voilà, donc avec la conférence de Jean-René Ladmiral, nous poursuivons un échange que nous avons commencé il y a 2 ans à Grenade, à l'occasion d'un colloque sur l'analogie, où déjà Jean-René m'avait fait l'amitié de parler du rapport entre traduction et analogie. Et là, il va reprendre ce propos en l'approfondissant, en le développant. Disons que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire très rapidement, mais grosso modo, de mon point de vue, l'idée générale, c'est qu'un traducteur est forcément un bon analogiste d'une certaine façon. Hein. Donc, c'est en quel sens peut-on dire cela ? Quelle est la teneur exacte d'une affirmation ou d'une hypothèse de ce genre ? Voilà, je pense que c'est autour de cette question que va porter le propos de Jean-René Ladmiral, que je remercie de nouveau d'être ici, parce que c'est un grand honneur. Alors, voilà, je remercie tout autant Philippe Monneret de m'inviter à ce séminaire. Et effectivement, entre analogie et traduction, puisque c'est ça le titre que nous avons donné à la séance, il y a des analogies et des différences, c'est le cas de le dire. Et alors, j'avais prévu de commencer par un certain nombre de remarques sur le concept d'analogie qui, moi, m'intéressait comme philosophe, mais je risque d'enfoncer des portes ouvertes. Éventuellement, on y reviendra par après. Et plutôt une question qu'une affirmation à Philippe Monneret et à ce séminaire, c'est l'idée de linguistique analogique, et donc le titre spécifique du séminaire de cette année. Et je me demandais, et c'est une question, est-ce que ça ne revient pas à engranger dans la linguistique, dans les sciences du langage, l'immense richesse et la profondeur polysémique du concept d'analogie, une sorte de récupération de la tradition
puisque c'est un concept de philosophe, un concept de théologien, un concept de mathématicien, un concept de juriste aussi. Et donc, j'ai un peu l'impression que, enfin c'est une question, est-ce que la linguistique analogique de Philippe Monneret, ça n'est pas finalement une anthropologie linguistique de l'analogie, et qui, alors c'est encore une raison de rapprochement, puisque moi-même je travaille à ce que j'appelle une anthropologie interdisciplinaire de la traduction. Ça avait même donné lieu à tout un entretien dans la revue canadienne Méta. Qui est la grande revue, le journal des traducteurs, la revue des traducteurs canadiens, qui est devenue maintenant pour les traductologues la revue importante, hein, même si c'est plus André Classe qui dirige les choses. Alors sur analogie et traduction, un titre comme celui-là renvoie c'est une matrice de titres X et Y. Et là, quand on a un titre comme X et Y, c'est soit X est dans Y, soit Y est dans X, soit ils s'opposent, soit ils se ressemblent. Le et a une polysémie formidable. Et dans le cas précis, alors je verrai deux types de problèmes auxquels j'ai pensé, et je vous demande à chaque fois, Philippe Monneret et tous les autres, de ne pas hésiter à m'interrompre pour qu'il y ait une partie dialogue. C'est un peu l'esprit d'un séminaire comme celui-là, j'imagine, comme celui que j'ai le privilège de mener avec Jean-Yves Masson. Alors, il y aurait une première problématique, c'est l'analogie comme figure explicative de la traduction, et la traduction comme paradigme de l'analogie. C'est-à-dire, il y aura un rapport, soit c'est l'analogie qui explique la traduction, soit c'est la traduction qui explique l'analogie. Et alors, ça renvoie, deuxièmement, à un problème plus épistémologique, c'est que ces deux concepts, ces deux idées, l'analogie et la traduction, sont à la fois des concepts polysémiques, très polysémique, et du coup flou, et même évanescent. Et quand je dis flou dans mon esprit, c'est pas une critique, dans la mesure où un concept flou, c'est un concept qui débouche sur plusieurs directions de recherche. Et Sartre, dans l'existentialisme et le transhumanisme, distingue les concepts et les notions. Et ce serait plus en fait des notions que des concepts. Et donc, il serait pas étonnant qu'on vise à une clarification réciproque de l'un par l'autre, comme je viens de l'indiquer. Alors peut-être encore une troisième remarque. En somme, là je parle sous le contrôle de Philippe Monneret. L'analogie est définie par deux pôles, similarité et contiguïté, hein, si je ne m'abuse. Et ce qui est pas loin du couple classique métaphore et métonymie. Et ce qui pourrait renvoyer aussi à la psychologie associationniste. Alors moi, je vais prendre déjà un peu de liberté, au sens où mon couple, l'analogie telle que je l'entends, ça va moins être similarité et contiguïté que similarité et identité. Alors, oui, tout à fait d'accord. En réalité, dans la perspective analogique, c'est plutôt le concept de similarité qui est central. Voilà, oui. Similarité dans le sens d'une sorte de continuum entre l'identité et l'altérité, tout simplement. Hein. Et la contiguïté apparaît plutôt comme la relation opposée, en quelque sorte, enfin complémentaire de la similarité. Deux entités quelconques du monde sont soit similaires, soit contiguës. Et il y a analogie à partir du moment où on entre dans la catégorie de la similarité, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai donc un peu, j'ai minimisé la contiguïté, j'y reviendrai un petit peu. On est d'accord. Et alors donc moi ce serait similarité et identité. En somme, la similarité va vers l'identité, mais s'arrête en chemin. Et l'analogie, c'est la perception que on peut reprendre le topos, la problématique classique, le couple classique de la dialectique du même et de l'autre dans le sophiste. Hein. Et puis quatrième remarque, quatrième remarque, ça suppose que j'avance ça suppose que j'ai déjà explicité certaines choses. Voilà, alors, donc j'avais indiqué que analogie et traduction ont en commun, je disais, d'être des concepts flous, au sens où ce n'est pas des concepts formalisés. On pourrait dire qu'ils sont génératifs. On peut dire qu'ils sont inassignables.
Et alors la question, c'est de savoir si c'est la traduction qui est une figure de l'analogie, ce ce qu'a indiqué aussi Philippe Monneret. La traduction est une forme d'analogie, une analogie entre le texte source et le texte cible. Et éventuellement, plutôt l'inverse, c'est ça qui va m'intéresser plutôt, c'est la traduction comme paradigme de l'analogie. Autant la traduction comme figure de l'analogie, je dirais, c'est un peu évident, et on va y revenir, et j'avais envie de renverser la relation, et je propose, alors, dans un texte que j'ai fait, qui est celui auquel a fait référence Philippe Monneret dans les actes du colloque de Granada, je me suis amusé à présenter un texte qui est divisé, j'ai un peu fait comme Spinoza, si on veut, more geometrico, première partie prolégomène, deuxième partie axiome, troisième partie corollaire, quatrième partie théorème, cinquième partie scoli. Alors bon, il y a un petit peu... enfin, comme souvent quand on écrit, et beaucoup d'entre vous sont dans la phase où vous êtes des étudiants avancés et des chercheurs en devenir, et se pose le problème de l'écriture. Et là, quand un texte se présente, il semble qu'il ait été bâti d'après un plan. Or, moi, ce que je dis toujours, c'est que le plan se fait en même temps que le texte s'écrit. On a un plan au départ, et puis la façon dont il se remplit, dont je le remplis, dont je découvre plus précisément à partir de mon idée de départ comment ça se réalise concrètement, ça réorganise le plan. Et alors la surprise, moi qui m'amuse, le côté rhétorique, c'est que je trouve, mais dans un second temps, c'était pas mon calcul, mon projet au départ, l'occasion de faire des plans un peu rigolo. Là, j'ai pris par exemple l'isotopie mathématisante un peu à la Spinoza dans l'éthique. Dans d'autres cas, c'est d'autres choses. Enfin, je ne veux pas faire de l'admiralologie non plus. Donc, mais si j'en parle, si je vous parle de ma façon de travailler à moi, d'abord, ça m'intéresse de parler de ce que je sais faire, mais aussi c'est parce que ça vous concerne. C'est-à-dire que la recherche, dans nos domaines, c'est aussi une aventure d'écriture. Une aventure d'écriture, c'est-à-dire non seulement de rédaction, parce que c'est dans le travail de la formulation que les idées adviennent, mais aussi d'organisation de la matière, du plan qui, à mon avis, le plan n'est pas a priori, il est en cours d'écriture. Voilà. Alors, dans le cas précis, donc, je proposerai deux axiomes, si on veut. Un, renverser l'ordre naturel en disant c'est la traduction qui est un paradigme de l'analogie, dans l'idée en somme que ces deux concepts flous avec une différence, c'est que, alors, dans mon texte, je m'amuse à faire des choses un peu audacieuses, un peu scabreuses même. C'est des concepts, mais là je prends que le moins scabreux. En somme, c'est des concepts qui sont un peu comme la savonnette sous la douche. C'est-à-dire, on le prend, ils échappent, et on a du mal à les attraper. Et alors, s'agissant aussi bien de la traduction, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, que l'analogie, où je fais un raisonnement, si je puis me permettre, analogique à mon tour, il m'est apparu, par exemple, que le concept de traduction était très difficile à définir. Il y a une impossibilité, enfin non, il y a une difficulté à définir le concept de traduction, à le définir conceptuellement. Alors, par exemple, certains parlent d'équivalence. Alors, le texte, produire un texte cible, un texte d'arrivée, qui soit équivalent au texte source, au texte de départ. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire équivalent? En fait, équivalent, ça veut dire une équivalence, ça veut dire une traduction, en fait. C'est que c'est la même chose sans être la même chose. Autrement dit, on est dans la tautologie et dans le flou. Hein. Alors, j'en parle d'autant plus que c'est mon objet de recherche. Et alors, j'ai employé parfois des formules, encore une fois, un peu scabreuses. Alors, par exemple, les gens vous disent le texte cible devrait être alors équivalent, mais alors sémantiquement équivalent, stylistiquement équivalent, rhétoriquement équivalent, culturellement équivalent, pragmatiquement équivalent, etc., etc. Et l'avalanche de modalisation adverbiale est bien une façon d'avouer que
le concept d'équivalence n'a pas un contenu bien précis et que c'est en fait une paraphrase de la traduction. Et alors ça m'a amené à des réflexions. L'avantage, je ne vais pas m'auto-célébrer, mais le fait d'avoir été philosophe avant d'avoir enseigné la philosophie, l'épistémologie, c'est-à-dire les travaux sur les sciences et ces choses-là, et notamment l'axiomatique. L'axiomatique, c'est la philosophie des mathématiques avec les travaux de Hilbert et d'autres. Et l'idée est toute simple, comme toujours les idées vraies, quand on les a, on dit ah ben oui, évidemment. C'est que, bon, nous savons ce que c'est qu'une géométrie. Et alors, le travail sur la géométrie, au 19e et 20e siècle, on a essayé de purifier la géométrie. Par exemple, il y a le fameux postulat d'Euclide. Par un point extérieur à une droite, on peut mener une parallèle et une seule à cette droite. Postulat d'Euclide. Alors certains se sont dit, oh, mais non, ça va pas, on va supprimer, et puis on va voir qu'il y a une contradiction, donc il est contenu dans les autres axiomes, définitions et postulats. Et en fait, non, ça a débouché sur les géométries non euclidiennes. Alors, je ferme rapidement. On peut dire qu'en gros, alors, on est venu à une formalisation des géométries, mais qui vaut, je prétends, pour tout discours. Tout discours, toute théorie est une théorie hypothético-déductive. Ça veut dire quoi? On pose des hypothèses et on déduit et on fait des démonstrations. C'est ça une géométrie. Mais est-ce que c'est pas ça une théorie en général? On part d'hypothèses non démontrées, on déroule un raisonnement et ensuite on confronte à la réalité. C'est le fameux basis problème de Popper, quand est-ce qu'on touche le réel. Et alors, l'incertitude de la théorie, elle est en haut et en bas. En haut, au sens où quelles sont les hypothèses. Les hypothèses, c'est des postulats. En géométrie, on distinguait les axiomes, les définitions et les postulats. Les axiomaticiens disent tout ça, c'est des axiomes. C'est-à-dire, on pose des principes non démontrés. Pire que ça, à l'intérieur de ces principes non démontrés, les termes ne sont pas explicités, puisque pour expliciter les termes, il faudrait faire une définition qui elle-même emploierait des termes qui devraient être définis, et donc on aurait tout le problème qu'on connaît pour les définitions lexicographiques, c'est-à-dire qu'on définit un terme avec des termes qui doivent être définis, qui sont eux-mêmes définis, etc. Et alors, parfois, il y a un court-circuit j'appelle ça le court-circuit lexicographique. Quand je lis, en lisant Proust, je vois l'expression « une voix de regomme ». Regomme. Ah bon, je ne sais pas le mot. Je vais regarder dans le dictionnaire et je vois voix de regomme Proust, etc. Autrement dit, alors qu'en général, on va se balader dans tout le vocabulaire, là c'était très raccourci. Puis j'y étais d'autant plus sensible que mon fils aîné, quand il était petit, avait déjà une voix de stentor, et un collègue, prof de droit, dit « Ah, ton fils a une voix regommeuse. » Ah, il dit « Bon, voilà, j'ai 2 emplois, Proust et mon fils, c'est bien. » Alors, tout ça pour dire, en somme, que les concepts clés que formulent les principes à partir desquels on développe le raisonnement, l'argumentation, eux-mêmes sont non définis. Et alors les axiomaticiens disent les indéfinissables du système, parce qu'ils sont définis dans les axiomes, c'est-à-dire des fonctions propositionnelles, ils sont définis par la façon dont on s'en sert. Voilà, alors mon idée, mon hypothèse, mon postulat, c'est la traduction est un indéfinissable du système, et ça n'est pas par exemple la communication on ne va pas définir la traduction comme un cas particulier de la communication, mais l'inverse. La communication est une forme de traduction. Et alors là, je pourrais développer mes 3 modèles de la communication, mais c'est juste pour indiquer le fait que à la lumière donc de la difficulté de définir la traduction, de l'ampleur des expériences dont elle est l'occasion, j'étais amené à poser ce principe, qui est aussi un principe non démontré, qui est un postulat. La traduction est un indéfinissable du système discursif, et c'est à partir de la traduction qu'on définira le langage, la communication, etc. etc. Voilà l'hypothèse. Ce serait en somme un concept premier, comme on dit en arithmétique, il y a des nombres premiers. Alors, rassurez-vous, j'emprunte des termes un peu à la géométrie, un petit peu à l'arithmétique, mais c'est minimaliste, et vous avez tous fait assez de géométrie pour
pour recevoir ce que je viens de dire, qui n'est pas technique, qui est analogique pour le coup. Et je trouve que le raisonnement axiomatique permet de démystifier un peu l'hystérisation, par exemple, du discours politique. Puisque quand il y a une discussion politique, c'est soit que les postulats démontrés sont restés implicites, je serais d'accord avec toi si je pensais comme toi que telle chose que tu n'as pas démontré, et je ne démontre pas le contraire non plus, alors à ce moment-là je serais d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que mon postulat est opposé. Et donc là il y a ce que j'appelle des résidus décisionnels. J'ai décidé moi, explicitement ou implicitement, que telle ou telle chose, on ne va pas rentrer dans les détails. Et le deuxième problème, c'est le problème de la base, c'est quelle est la portion d'expérience que je prends en compte. Parce que quand on invoque les faits, en fait, on invoque une plage de faits. Et en général, quand il y a une discussion, on va prendre politique, c'est là où les affrontements et l'irrationnel sont plus forts, la base de faits, la plage de faits invoquée n'est pas la même. Soit qu'on conteste que les faits que l'autre invoque, soit qu'on en invoque d'autres. Voilà. Alors, j'ai trouvé que ce modèle apparemment très exigeant, qui est celui de l'axiomatique, en fait, vaut mutatis mutandis pour toute argumentation. Et tout discours, voilà. Et alors, ça permet une certaine ascèse rationnelle des argumentations. Alors, l'idée en somme, c'est que analogie et traduction sont deux concepts qui échappent à la définition formelle, formalisée. Voilà, on peut prendre des définitions, des fausses définitions, ce que j'appelle les définitions réelles. Du genre, ça sert à quoi? C'est pas une définition. Dans Théorème, tout au début, page 15, je dis la traduction nous dispense de la lecture du texte original. C'est une forme de définition, mais ce n'est pas une vraie définition. C'est une définition pour enfants. À quoi ça sert? Ça sert à quoi, ça? Il y a aussi les définitions déictiques. C'est quoi? Ben, c'est ça. Par exemple, Toury, un collègue récemment, pas si récemment que ça a disparu, que j'aimais bien, de l'école de Tel Aviv, il dit la traduction, c'est ce qu'une certaine culture, à un certain moment, appelle traduction. C'est encore une tautologie. C'est ça, c'est une définition déictique et tautologie. Autrement dit, la définition échappe. Et alors, j'avance prudemment pour l'analogie, parce que j'ai l'impression qu'on a le même problème pour l'analogie, et tant pour la traduction et peut-être plus encore pour l'analogie, on ne va pas satisfaire à la fameuse exigence aristotélicienne. Ça doit correspondre à tout le défini, mais au seul défini. Or, soit les définitions sont larges et on fait rentrer l'analogie et des tas de choses, soit elles sont étroites, et à ce moment-là, elles ne prennent pas tout en compte. Et c'est pareil pour la traduction. La différence entre les deux, c'est que la traduction est une pratique. Et c'est pour ça que je dis que puis c'est parce que c'est mon objet, que je le connais mieux, que j'y ai plus réfléchi, bien sûr, et puis que l'analogie me paraît un domaine immense, de la philo à la théologie, le droit, etc., même si Philippe Monneret domestique l'analogie en linguistique, c'est un peu le passage de l'analogie sauvage à une analogie domestique. Le loup devient le chien, le roc devient le bœuf, etc., voilà. L'analogie domestiquée. Alors, la traduction nous offre un socle ontologique. Notre collègue ici qui travaille sur le verbe être va être sensible à l'ontologie. Alors, l'ontologie, c'est cette partie de la philosophie dont on ne parle plus guère maintenant, qui est celle qui s'intéresse sur l'être en tant qu'être. Alors, l'être en tant qu'être, alors certains, quand on dit ça, oui, alors, oui, avec la fameuse phrase, question d'Amis, pourquoi y a-t-il quelque chose et pas plutôt rien? Et en fait, avec Heidegger, il y a un retour à l'ontologie. Là, je vous épargne ça, d'autant que c'est des choses difficiles, y compris pour moi-même, pour tous d'ailleurs. Alors, le premier axiome, ce serait ça, ce serait que c'est la traduction qui permettrait de penser l'analogie
dans la mesure où c'est une pratique, qu'elle fournit un socle ontologique. Alors, pour être plus précis, le deuxième axiome, ça va être à partir du moment où je pars de l'idée que l'analogie peut être pensée en termes de traduction, alors je vais tirer vers une des questions qui m'intéresse, qui a fait l'objet de mon livre, qui est la question du littéralisme. La question du littéralisme en traduction, l'immémoriale question de littéralisme en traduction, et c'est ça qui m'a amené à camper cette opposition entre sourcier et cibliste. Les sourciers sont ceux qui mettent l'accent sur la langue source et le signifiant, et les ciblistes sont ceux qui mettent l'accent non pas sur la langue mais sur la parole, sur le discours, sur ce qu'on dit, non pas sur la langue source mais sur la langue cible. Je traduis vers le français. Mon problème c'est pas de parler frâlement, parce que ma langue de travail c'est l'allemand. Je ne fais pas du frâlement mais du français. Et puis non pas le signifiant mais le sens, les faits, etc. Donc, et alors curieusement, ce qui me paraissait de bon sens, il se trouve que dans un débat, alors ce qui est amusant pour l'anecdote, c'était un débat qui avait lieu à Londres un 18 juin. Donc, vous pouvez me prendre un petit peu pour Charles de Gaulle en un sens. Et alors, quand j'ai proposé ça, ça a été repris par beaucoup de gens. Alors, j'ai émis rétrospectivement une revendication de paternité. Ce sont mes enfants. Et quand j'ai fait des articles, à ce moment-là, ça a déclenché des polémiques. Et finalement, cette question qui me paraît de bon sens, qui est la critique du mot à mot, du littéralisme, en réalité a déclenché des polémiques. C'est pour ça que j'étais amené à pondre plus de 300 pages sur la question, dont Philippe Monneret a rappelé que c'est pas technique au sens où ça supposerait beaucoup de connaissances préalables, même si évidemment il y a constitution d'un discours, d'une conceptualisation, mais on est de plein pied avec des problèmes qui sont importants, puisque, en somme, et ça c'est déjà la traduction, qu'est-ce qu'un texte? Quand on traduit un texte, qu'est-ce qui reste d'un texte qu'on a traduit? D'un texte philosophique et a fortiori d'un texte littéraire. Qu'est-ce qui reste des textes sacrés? Qu'est-ce qu'on traduit d'un texte sacré? Voilà, donc c'est pas le même. Alors pour un petit peu concrétiser et faire le lien plus explicitement entre analogie et traduction, j'ai quand même un peu parlé autour de la traduction pour situer le champ dans lequel je me situe et j'essaye de penser l'analogie. J'ai été amené à réfléchir sur l'analogie en convoquant le linguiste danois Hjelmslev, que tout le monde prononce Hjelmslev comme si c'était un russe. Alors moi j'ai eu une petite amie danoise il y a un certain temps, et donc elle m'a dit que c'était pas Hjelmslev mais Hjelmslev. Et alors Hjelmslev se situe dans la foulée du structuralisme européen. On peut faire le rapport avec Saussure. Saussure distingue dans le signe linguistique, comme vous savez, le signifiant et le signifié. Chez Hjelmslev, ce qui correspond au signifiant, c'est l'expression, et ce qui correspond au signifié, c'est le contenu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il distingue donc, il propose ces termes-là, enfin la traduction, enfin plutôt il a écrit en anglais, mais aussi en français. Et alors, il distingue deux niveaux. Donc les deux faces du signe linguistique, c'est expression et contenu, mais deux niveaux, substance et forme. Et alors concrètement, c'est tout simple, hein, d'ailleurs des choses analogues chez Saussure. La substance de l'expression, c'est toute une possibilité de vocaliser, d'utiliser un stylo dans tous les sens. Et puis la forme, c'est quand on se met à avoir un langage articulé dans une langue précise. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la forme et la substance du signifié, du contenu. C'est-à-dire que la forme du contenu, ça va être les signifiés précis, les effets de sens précis d'un énoncé, d'un item linguistique, mais qui renvoie à un arrière-plan de contenu possible, c'est-à-dire que le découpage des unités linguistiques se fait sur un fond cognitif beaucoup plus large et fondamental. Et alors je trouve que ce sont des concepts utiles. Ça m'a permis de définir deux modalités de l'analogie dans la perspective de la traduction. D'une part, l'analogie formelle, qui est l'analogie formelle de l'expression, qui touche la forme de l'expression, et l'analogie
substantielle qui est l'analogie au niveau de la substance du contenu. Et alors justement l'opposition entre sourcier et suscibiliste, ça va être exactement ça. C'est-à-dire le sourcier qui s'attache au signifiant, à la langue source, il va être dans l'analogie formelle de l'expression, c'est-à-dire que pour traduire, il va s'intéresser à une analogie, une ressemblance entre la forme de l'expression, c'est-à-dire la forme du texte, et ça va être la tentation littéraliste. Et alors, de cette façon, ça peut sembler naïf, mais curieusement, de très bons esprits vont dans ce sens-là, font un pas, deux pas, ou sans aller complètement jusqu'à être vraiment littéraliste, il y a une sorte de littéralisme virtuel et en partie implicite, sinon inconscient. Au contraire, la position cibliste, ça va être l'analogie substantielle du contenu, qui est que la traduction va s'intéresser non pas à la forme du contenu, c'est-à-dire les signifiés, les configurations du détail du langage, mais du texte, mais à la substance du contenu, qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce que met en forme, qu'est-ce qui du contenu, de la substance du contenu est mise en forme par l'énoncé. Et alors ça permet, alors évidemment c'est abstrait, hein, mais alors je vais prendre des exemples. Je vais prendre un exemple banal d'abord. Behind his back en anglais, si vous le traduisez de façon sourcière, vous traduisez par derrière son dos. Or, ça ne veut pas dire derrière son dos, behind his back, ça veut dire derrière lui. Behind his back, c'est derrière lui, en le lui cachant pour essayer de le tromper, derrière son dos, hein, si on traduit littéralement. Si on s'en tient à la forme du contenu, c'était behind his back, et non pas à la substance du contenu. Qu'est-ce que veut dire behind his back? Ça veut dire derrière lui. Donc voilà, c'est une manière donc de faire travailler l'analogie, et je fais le lien donc avec Hjelmslew, prolegomène à une théorie du langage, et je fais le lien donc entre donc ces deux apports théoriques. Et alors ça me permet de critiquer les sourciers, c'est-à-dire les littéralistes, ceux que je fustige dans mes 300 pages de sourciers ou ciblistes, et aussi les contrastivistes, parce que souvent certains pensent la traduction en termes de comparaison de langue. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé, je me suis intéressé au sujet, même 30, 40, même plus, voilà, mon Dieu, j'ose pas y penser. Il y a un demi-siècle, j'étais en philosophie, mais j'avais en même temps, étant germaniste, j'avais eu la chance de faire de la linguistique, à la fois de la linguistique classique, c'est-à-dire diachronique, c'est-à-dire la philologie. J'ai fait les lois de Werner, les lois de Grimm, etc. Et ensuite, de rattraper le train, d'abord par la philosophie, puisqu'en philosophie, on s'intéressait à Saussure, et ensuite, donc, aux grammaire structurale de l'allemand, avec Furkheim, etc. Donc, j'avais donc ces apports théoriques, et je m'intéressais à la traduction. La traduction, quand on aime une langue, la traduire, c'est d'une certaine façon se l'approprier et se lancer le défi d'être à la hauteur, si possible, de l'auteur qu'on traduit. Et voilà. Alors donc, et là je me disais, mais ce qu'il dit sur la traduction, c'est pas du tout la réalité. Parce qu'en réalité, justement, il y avait une sorte de vision essentiellement linguistique, comme si, pendant un certain temps, je vous dis, il y a 30, 40 ans, la traduction était perçue comme un opérateur linguistique. Donc on comparait, c'est l'approche contrastive, on comparait, alors vous voyez, behind his back, alors derrière, dans un cas, il faut remplacer son dos par derrière lui. Oui, mais pourquoi? Ah non, on sort des limites du truc.
Et alors on compare, il faut, là où il y a un imparfait en français, alors on va le remplacer par d'autres choses. Les études de Guillemette Fleischer, elle fait une étude contrastive empirique, c'est-à-dire qu'elle prend un texte anglais, un texte français, et elle voit que dans, je sais pas, un petit calcul, 20% des cas on remplace l'imparfait par un prétérit, dans d'autres cas par un past perfect, enfin bon, des choses comme ça. Et alors bon, très bien, et puis, hein, et alors qu'il me semblait que l'essentiel était ailleurs. Et là, on est passé d'un extrême à l'autre, j'en parlais avec Philippe Menret tout à l'heure, c'est qu'il y a des colloques maintenant sur la traduction où la linguistique n'est plus là. On est passé d'un impérialisme linguistique à un oubli de la linguistique. La réalité, dans la traductologie à laquelle je travaille, c'est qu'il y a essentiellement un triangle interdisciplinaire qui est défini par la linguistique, la philo, la psychologie, et il faut rajouter les études littéraires, puisqu'en somme, il y a la textualité. Donc au départ, j'avais un triangle, et j'ai clarifié mon triangle. Hein. Et puis après, de proche en proche, c'est pratiquement toutes les sciences humaines, les études littéraires et culturelles qui sont concernées, puisque la traduction, qui est une activité, semble-t-il, marginale, subalterne, comme elle a affaire avec les textes et toutes sortes de textes et toutes formes de communication, elle se remplit de ce qui n'est pas elle, mais de ce qu'elle doit intégrer pour faire son travail, qui est la prise en compte des actes de communication, quels qu'ils soient. D'où cette ambition à laquelle je ne suis pas venu tout de suite. Au début, j'avais mon triangle interdisciplinaire, linguistique, philosophie, psychologie, clarifié linguistique, philosophie, psychologie, études littéraires, puis j'en suis venu à une anthropologie interdisciplinaire de la traduction. Non pas que la traduction ait vocation à manger tout, ça c'était au XIXe siècle, il y avait une tentation dans les sciences humaines de manger les autres sciences humaines. Il y avait le sociologisme, le psychologisme. Alors, ça reste un peu chez les psychanalystes, chez certains. C'est-à-dire que tout discours est justiciable de psychanalyse. Une théorie politique, c'est ça. On va sur le divan. D'ailleurs, moi-même, je dis, mais j'ai fait un volume d'aphorismes et je m'amuse à dire, moi j'étais de gauche comme vous, hein, mais depuis j'ai fait une psychothérapie, ça va beaucoup mieux. Bon. Mais si vous êtes de gauche, c'est pas grave, hein, ça se traite, il faut consulter. Voilà. Alors ça, ce serait une sorte de caricature de l'approche psychanalytique. On thérapeutise l'autre. Hein, mon discours, je parle d'un discours vrai, et les discours déviants sont des discours, comme on dit, ça s'analyse. Ça s'analyse. Donc, il faut que tu consultes ton thérapeute. Alors, à partir du moment où on choisit, on renonce à l'analogie formelle de l'expression qui est la position sourcière et contrastiviste et qui n'est pas conforme à la réalité de la pratique traduisante, et qu'on choisit l'analogie substantielle du contenu, alors évidemment on convoque la subjectivité du traducteur, parce que ce qui est agréable, enfin ce qui est commode, semble-t-il, dans la position sourcière et dans l'analogie formelle de l'expression, c'est que on a les éléments et on bricole avec ça. On a sous la main le texte et on le transforme. Alors que dans l'analogie substantielle du contenu, on passe par la subjectivité du traducteur, puisque derrière ou au fondement de la forme du contenu, il interroge la substance du contenu, qui est l'implicite du texte, l'implicite de l'acte de communication. Et souvent dans les traductions, dans mon livre sur la communication interculturelle, page 53, il y a une citation que j'aime bien invoquer, c'est « Je ne traduis pas ce qui est écrit, on ne traduit pas ce qui est écrit, on traduit ce qu'on pense, qu'a pu penser celui qui a écrit ce qu'il a écrit quand il a écrit. » Mais ça veut dire que c'est moi qui interviens. J'interviens dans ma lecture du texte source et dans l'écriture du texte cible. Et je dis, le traducteur est un peu comme le facteur du film hollywoodien qui frappe deux fois. The postman always rings twice. Hein. Avant et après. Alors du coup, effectivement, il y a le risque de la subjectivité. Et alors, je vais peut-être prendre, puisque
qu'on va peut-être garder un peu de temps pour discuter. On a encore un petit peu de temps. Voilà. Alors, j'essaie de conquérir. Je dis, mon premier livre, c'était traduire théorème pour la traduction. Et je propose des théorèmes, non pas au sens d'une assurance géométrique, mais au sens où j'ai commencé à l'indiquer. Un théorème, c'est une proposition dans un raisonnement sur lequel on jette un coup de projecteur parce que il va nous servir pour d'autres démonstrations ou même pour une application. Le théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Il y avait un théorème d'arithmétique que j'ai oublié qui était rigolo. Parce que l'arithmétique, c'est pas quelque chose que j'ai fait beaucoup. Je sais pas si mon fils fait de l'arithmétique, mais au niveau de la grecque de maths. Donc, et récemment, il y a un type qui a eu la médaille Fields, un Français qui fait un peu parler de lui. Comment il s'appelle Villani. Oui, voilà. Villani, Qui a fait théorème vivant, c'est ça? Non? Mathématiques vivantes, théorème vivant, non? Il prend des théorèmes d'arithmétique et il s'amuse il développe un raisonnement de mathématicien, mais il y a un côté un peu accrocheur. Il prend des... Et ce que j'ai découvert avec Villani, puis surtout avec mon fils, c'est que les nombres sont comme des espèces vivantes ou géologiques, minérales. Parce que nous, on pense que le nombre, il est transparent, on ajoute, on retire ça, et en fait, on découvre que... il y a des nombres premiers, je parlais de nombres premiers, et puis derrière ça, alors, c'est pas réductible uniquement à des calculs, à des équations. On constate que, comme si c'était des vraies bêtes, un nombre premier, il est où? On n'avait pas vu qu'il était là. Alors bon, pourquoi je fais ça? Oui. Donc alors, théorème. Donc je prends le concept de théorème et j'ai donc beaucoup construit ma traductologie sous forme de théorème pour la traduction, dans l'idée qu'il n'y a pas une théorie vraiment unitaire comme construction théorique rigoureuse, mais qu'il y a un discours traductologique, largement nourri de linguistique, mais pas seulement, qui part de présupposés à démontrer, et par conséquent, ce qui est dit ne peut pas prétendre à une vérité incontestable. En revanche, je peux en extraire des propositions, des théorèmes dont je vois qu'ils sont applicables. Donc alors par exemple, le théorème de dichotomie. Ce qu'on appelle le théorème de dichotomie, c'est que face à un item source, un élément, une phrase, un mot, une allusion, une référence historique dans un texte source, dans un texte de départ, on aura parfois une traduction directe, ça ira. Hors contexte, on peut dire que Hund, c'est chien, sauf qu'en réalité non, dans l'emploi du mot dans l'allemand, la plupart du temps, il y a autre chose à mettre. Parfois, on a une traduction directe, mais souvent, non. On va avoir le choix entre deux traductions obliques, deux traductions approximatives, deux ou plus. Alors, l'archétype que je donne toujours, l'exemple que je donne, c'est l'anglais you. Eh bien, il n'y a pas de traduction directe, c'est deux traductions obliques, c'est ou tu ou vous. Mais il n'y a pas un équivalent exact. En allemand, par exemple, ils s'amusent quand ils veulent faire une réponse de normand à une question de répondre Jein. C'est un Ja et Nein, sauf que plaisanterie, il n'y a pas Ja et Nein. Jein, ça veut dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ce sera la version allemande de la non-réponse à la normande. Moi, je suis né à Lisieux. Voilà. Alors, je prends un autre exemple. Vous avez une émission de géopolitique sur Arte qui, en français, s'appelle Le Dessous des cartes. Le Dessous des cartes. C'est la seule émission de télé que je supporte. J'ai coupé la télé. Heureusement, j'ai une voisine. Alors, le samedi soir, de 19h30 à 19h45, je vais me taper le Dessous des cartes. Alors, c'est intéressant. Alors, bon, Jean-Christophe Victor nous donne son avis. Comme tous les journalistes, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous.
m'agacent, ils donnent leur avis sur les choses. Mais ce qui est intéressant, c'est les cartes. Et si vous voulez, les cartes, de toute façon, son blabla, c'est une chose, mais l'essentiel est dans la réalité empirique des cartes. Et alors, l'exercice est intéressant parce que la télévision permet de varier les échelles et puis permet notamment de tenir compte du fait que les cartes sont fausses a priori, puisque on présente une carte sur une surface plane alors que la Terre est sphérique. Et vous voyez que le Canada est immense, alors qu'il n'est pas si immense que ça, puisque et par ailleurs, l'Union soviétique, la Russie est immense, mais pas tant que ça. Et la Chine et les États-Unis sont plus gros qu'ils ne semblent dans les cartes, parce qu'ils sont au milieu de la rotonde. Bref. Alors là, dessous des cartes, et ça s'appelle en allemand mit offenen Karten. Mit offenen Karten, littéralement, j'ai traduit littéralement, avec des cartes ouvertes. Et si je traduis en bon français, ce serait carte sur table. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux énoncés qui linguistiquement n'ont plus rien en commun à part le mot carte, mais visiblement la stratégie d'énonciation est très différente. Et en français, il y a une sorte de la logique un peu critique, on démasque le dessous des cartes, on nous cache des trucs, mais nous on va vous le montrer. Hein. Et mit offenen Karten, non, en allemand c'est mais non, on est dans la transparence. Voilà. Alors ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est d'abord une traduction où, à part le mot carte quand même, mais il ne reste pas grand-chose. La traduction est très différente. Alors je ne sais pas quelle est la traduction, je pense que c'est l'allemand qui est la traduction du français, puisque au départ c'est une émission sur Arte, vous avez des émissions allemandes traduites en français, des émissions françaises traduites en allemand, là c'est le français source, allemand cible. Et alors, à part le mot carte, la traduction allemande ne garde rien, sauf ce mot carte, de l'original français. Et à un niveau d'analyse immédiate, la sémantique linguistique des deux énoncés est assez différente par les connotations idéologiques qu'elle véhicule. D'un côté, démasquer le mensonge, le côté vous allez voir ce que vous allez voir, accrochez, comment ça, oui, éteignez vos ceintures, accrochez vos cigarettes, et puis de l'autre côté, non, c'est la démocratie, on y va, tout est clair. En réalité, ces sémantismes linguistiques différents renvoient en fait à un sémantisme pragmatique qui est le même, à savoir, on vous expose des cartes qui vont permettre de comprendre, de connaître et de comprendre les enjeux géopolitiques. Alors ce qui est intéressant, c'est trois niveaux. Un, le signifiant, le dessous des cartes qui deviendrait, oui, dans la traduction ce serait mes cartes ouvertes. Ensuite, le sémantisme linguistique, carte sur table, et derrière le sémantisme pragmatique qui est objectivité cartographique des enjeux géopolitiques. Voilà. Alors bon, je prends des exemples simples. Alors c'est ça le problème qu'on a en traductologie. Je ne sais pas si en analogisme on a la même chose, c'est que si la traduction renvoie au contexte, et alors si de deux choses une, on prend des exemples isolés, et alors à ce moment-là c'est artificiel, ou alors on fait un atelier, on distribue des textes, on commence à comparer des traductions, et matériellement c'est pas vraiment possible dans un séminaire comme celui-là. En plus ça supposerait qu'on ait tous les mêmes langues, qu'on ait deux langues communes, mettons le français et puis on se demande laquelle autre. Bon, moi je prends l'allemand, je prends des mots. Alors, par exemple, la phrase de Hamlet, to be or not to be, that is the question. Bon, il y en a qu'on traduit, être ou ne pas être, telle est la question. Bon, telle est la question. Là est la question. Le type va se suicider, hein, il ne se dit pas. Alors, telle est l'être ou ne pas être, on dirait qu'il a fini de lire Sein und Sein de Heidegger ou L'être et le néant de Sartre, et il se pose une question ontologique. Hein, ser ou estar, bon, alors, ser, en ces cas, ça va. Et puis alors, là est la question, c'est la question, personne ne dira jamais ça. Alors, il y a un Canadien,
un Québécois qui a trouvé une traduction dont je suis jaloux, que j'aurais aimé trouver moi-même, et qui est vivre ou mourir, tout est là. Alors tout est là, c'est exactement that is the question. C'est parfait. Alors vivre ou mourir, on peut discuter. C'est mieux que être ou ne pas. Le bêlement, vous savez, être ou ne pas être, j'ai l'impression que c'est une chèvre. C'est entre Sartre et une chèvre. Alors, vivre ou mourir, il me semble que vivre ou ne pas vivre, ce serait peut-être mieux. Vivre ou ne pas vivre. Mourir, c'est un terme positif, si je puis dire. Ne pas vivre, c'est le pendant négatif de vivre. Alors là, voilà. Il s'appelle Gérald Robitaille. Et celui qui a fait ça, c'est un traducteur de Miller, que j'ai connu, un monsieur un peu compliqué, comme parfois les Québécois, parfois, pas toujours. Mais là, je me permettrai cette petite amélioration. Vivre ou ne pas vivre, tout est là. Tout est là. Je trouve que tout est là. Enfin bon. Alors, dans mon livre, je fais tout un numéro sur Shakespeare qui n'a pas existé, etc. Et bon, je vous laisse découvrir mon petit numéro. Parce que j'en fais un livre de traductologie, de linguistique, c'est-à-dire 300 pages, c'est bien, c'est un peu la prise. Donc il faut de temps en temps mettre ce que j'appelle le petit cadeau bonus, des petites choses un peu rigolotes, un peu scabreuses, un peu surprenantes, de façon à ce que quand on commence à somnoler au bout de 56 pages, paf, on est réveillé. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà. Donc là, ce serait le théorème de dichotomie. Alors, on va y voir, donc la bonne traduction, ça va être la dissimilation. C'est-à-dire qu'on va proposer une traduction qui est différente formellement de l'original. Alors, j'ai dit to be or not to be, qui devient vivre ou ne pas vivre. Ou alors, si j'avais un tableau, mais c'est pas grave, il y avait un livre de Habermas qui s'appelait, c'est le philosophe que j'ai introduit en France, quand je m'en occupais, on disait qu'est-ce que Habermas, l'admiral a trouvé ça. Et puis maintenant, Habermas est une célébrité mondiale. Alors, il a fait un livre qui s'appelle Zur Rekonstruktion, vous voyez comme l'allemand c'est pas difficile, Rekonstruktion des historischen Materialismus. Si je traduis littéralement, je laisse tomber le dessous, reconstruction des historischen Materialismus, du matérialisme historique. Autrement dit, reconstruction du marxisme. Alors, quand on a traduit ça, alors les Anglais ont traduit The Reconstruction of Historical Materialism. Les Espagnols ont traduit Reconstruction del Materialismo Histórico. Et les Italiens ont traduit par La Ricostruzione del Materialismo Storico. Bon, c'est bien, c'est pas mal. Mais en français, si je traduisais la reconstruction du matérialisme historique, on faisait 100 exemplaires à tout casser, ça allait dans la bibliothèque des éditions sociales, personne ne lisait un truc pareil. Et alors j'ai proposé après Marx. Paf, ça c'est une traduction. Tac. Et je prétends que c'est encore mieux que l'original. La bonne traduction, c'est ça, c'est mieux que l'original. Pourquoi ? Dans sa préface, Habermas explique que le marxisme n'a pas besoin de renaissance, le marxisme n'a pas besoin de je ne sais plus quoi, mais simplement, c'est une théorie comme les autres, on la reprend, on reprend la plupart des choses, mais on rajoute d'autres choses, on rajoute un peu de Parsons, un peu de Weber, un peu de Touraine si on veut, enfin bref, et en gros, on reconstruit la théorie en y introduisant des éléments complémentaires et en supplément des choses qui sont ou partielles. Et donc, c'est exactement après Marx. Voilà, et donc en fait, Habermas devrait réintituler la réédition de son livre à partir de ma traduction. Non, mais les Allemands aiment bien. Les Allemands, j'aime beaucoup les Allemands, mais ils font ce que j'appelle, ils ont facilement la coquetterie de l'obscurité. Alors c'est un petit peu, si vous voulez, comme pour les remèdes. Si ça fait mal, c'est que c'est bon. Si ça fait mal, c'est que ça fait du bien. Il faut souffrir pour être belle. Voilà. Alors donc, voilà un petit peu les points que je voulais indiquer. Alors peut-être quelques remarques ponctuelles. Oui. Alors sur l'analogie, un autre exemple. Avant de revenir sur ça,
Bon, je vous ai donné To Be and Not To Be, je vous ai donné Le Dessous des Cartes, je vous ai donné You, je vous ai donné Behind His Back. Alors, par exemple, il y avait un colloque qui s'était tenu à l'ESIT en collaboration avec Paris Diderot, avec Paris 7, dont le titre était Le désir de traduire. Et bon, je faisais une des communications au début, et je dis je vais commencer par traduire le titre du colloque en latin, dans une perspective écuménique pour l'internationalisation de la communication. Et ça donne La libido interprétandi. Sauf qu'évidemment, à cette occasion-là, il y a de la plus-value sémantique. Parce que la libido, ça m'aiguillait vers la psychanalyse. Et d'ailleurs, c'était pas artificiel, puisque, par exemple, Berman, mon ami feu Antoine Berman, mon ami personnel et adversaire théorique, a parlé de la pulsion de traduire. Alors, pulsion de traduire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que de voir que il y a en général une entropie de la traduction, c'est-à-dire qu'il y a de la perte. On ne retrouve pas dans la traduction, dans le texte cible, tout ce qu'il y avait dans le texte source. Mais il y a parfois de la plus-value sémantique, diverse. Et par exemple, souvent on est forcé de rajouter des choses ou de préciser. Et alors les gens vous disent ah mais c'est pas dans le texte original. Ben non, mais si tu veux lire le texte original, tu lis le texte original. Moi j'ai fait une traduction. Hein, et alors je cite toujours le fondateur en somme de la traductologie et l'expression française, qui est Georges Mounin, qui était un élève d'André Martinet. Et son premier livre de 1955 s'appelait joliment Les Belles Infidèles. Il reprenait la formule de Ménage auquel fait écho Perrault d'Ablancourt, avec une citation connue: les traductions sont comme les femmes, quand elles sont belles, elles ne sont pas fidèles, quand elles sont fidèles, elles ne sont pas belles. Et comme je dis toujours, c'est exactement le contraire de mon expérience, heureusement pour tout le monde. Et alors, la première phrase de ce livre est formidable, c'est « Tous les arguments contre la traduction se résument en un seul, elle n'est pas l'original ». Tous les arguments contre la traduction se résument en un seul, elle n'est pas l'original. On pourrait fermer le livre, mais enfin en tout cas il y a un axiome, là il y a vraiment un axiome. Et alors comme souvent, en philosophie, dans les axiomes fondateurs des sciences humaines, une partie du travail convient à revenir à des évidences. C'est qu'on fait un travail empirique, des argumentations, et du coup il y a une sorte de... La multiplication des médiations discursives et conceptuelles fait que on perd le rapport réel. Et il y a un moment où il faut revenir à l'évidence. Et ça, c'est une sorte d'ascèse philosophique, revenir à des évidences oubliées et les réintroduire dans le discours. Voilà, alors, peut-être alors deux remarques plus générales. Oui, des remarques. Oui, alors oui, peut-être. Bon, sur l'analogie formelle de l'expression, je suis là un peu dans le désordre parce que j'avais un parcours un peu long, je l'ai un peu écourté, puis après je fais un petit peu des petits flashs. Oui, l'analogie formelle de l'expression, en somme, c'est établir une équivalence, on va garder le terme équivalence, puis c'est une traduction, entre deux formes manifestes. On a, puisque la traduction ressemble à l'original, un peu comme en biologie, j'ai oublié le terme, alors que l'analogie substantielle du contenu, c'est une équivalence entre deux formes cachées, latentes, puisque je traduis non pas ce qui est dit, mais je traduis ce que je pense qu'a pu penser, celui qui a écrit ce qu'il a écrit quand il a écrit, et je traduis le dessous des cartes par mit offenen Karten avec un décalage sémantique. C'est vrai que, alors, on pourrait critiquer, oui, il n'y a pas l'idée de démystification, le truc de gauche, on va vous révéler les choses. Il n'y a pas l'irrationnel idéologique implicite
de l'expression française. Et souvent, alors, c'est intéressant, c'est que, oui. Est-ce qu'en allemand, il y a aussi la syllabe de sens, comme en français, entre carte à jouer et carte... Oui. Oui, aussi, d'accord. Oui, justement, alors le point commun, c'est carte. Alors, le terme de carte est intéressant. Carte à jouer, carte géographique, et essentiellement ça. Puis, en fait, la carte, c'est au départ, c'est un objet matériel, et à ce moment-là, c'est ouvert pour la désémantisation multiple. Carte perforée dans les ordinateurs de ma jeunesse. Je parle d'un temps, etc. Et voilà. Et alors peut-être encore une autre remarque. Oui, alors c'est intéressant. Oui, sur l'analogie. Moi j'ai travaillé sur sur l'opposition qui remonte à Cicéron, à Ramus, etc. Sur inventio et judicium. C'est-à-dire qu'il y a deux moments de la connaissance, c'est l'invention et le jugement. Vous trouvez le moment heuristique de l'invention et le moment critique du jugement, le moment du jugement critique. Et alors, l'analogie, elle est du côté, c'est un des éléments de l'ars inveniendi. C'est le moment heuristique de l'invention. Mais où on aura un peu tout. Et pour que ça marche, il faut réintroduire, après le moment heuristique de l'invention, analogique par exemple, l'analogie comme élément de l'inventio, le jugement critique, le judicium. Voilà, c'est un des points sur lesquels je travaille actuellement. Et ce serait, voilà les quelques remarques que... Voilà, j'avais beaucoup de choses sur l'analogie, mais c'est pas mon terrain, donc je faisais un balayage philo, maths, théologie, le droit. Voilà. Bon, ce serait, si vous voulez, les points que je voulais mettre en avant. Et peut-être pour résumer les choses, en somme, c'est traduction et analogie. C'est le hasard si j'ai travaillé là-dessus, c'est un peu le hasard. C'est parce qu'il y avait un colloque à Granada et que je suis dans une mouvance collégiale et amicale avec ceux qui étaient à l'origine de ce colloque. J'avais fait la connaissance de Philippe Monneret à Eurofras, à un colloque à la Sorbonne, j'étais en rapport avec Antonio Pamias, etc. Enfin, j'étais dans cette mouvance, et donc quand on m'a proposé, et c'est ça l'intérêt des colloques en sciences humaines, c'est la différence entre les colloques en sciences exactes et en sciences humaines. En sciences exactes, c'est des colloques assez circonscrits en principe, où les chercheurs viennent avec un état de leur recherche. Et ils exposent, ils viennent, si le colloque les concerne, ils arrivent avec l'état de leur recherche. Alors que dans nos domaines, le colloque est producteur de recherche. La recherche n'est pas... Enfin, les préalables aussi, on n'arrive pas en disant « Ah ben tiens, j'ai jamais réfléchi à ça, je vais faire un truc, l'analogie, bon. » Non, mais disons quand même que j'ai travaillé sur analogie et traduction parce qu'il y avait le colloque. Alors que c'était... en sciences, j'aurais été spécialiste de telle chose, les théorèmes d'arithmétique, non, j'y vais pas, ah oui, alors j'ai quelque chose à dire, voilà. Et alors c'est différent, c'est-à-dire que les colloques en sciences humaines ou en études littéraires et culturelles sont des moments de créativité, des moments d'avancée. Alors qu'il me semble qu'en sciences exactes, c'est beaucoup moins le cas. La recherche a eu lieu avant. Et voilà, c'était un petit peu une des choses. Et là, ça explique que... comment dire, c'est une différence aussi entre sciences humaines et sciences exactes, c'est qu'il y a une cartographie objective de la recherche en sciences exactes qui est très évolutive, et les sections du CNRS sont sans arrêt remaniées et elles font un peu consensus, un peu, tendanciellement quand même, parce qu'il y a quand même des critères d'objectivité. Alors que dans nos domaines, les domaines se recouvrent, on redécouvre des anciens domaines. Là, j'ai dit, tu n'as pas protesté, en somme, la linguistique analogique recycle un concept très ancien, et c'est pas illégitime pour nous, parce que ça a une valeur heuristique. En science, ça paraît plus bizarre qu'on ait besoin d'aller chercher, je sais pas, le phlogistique ou je sais pas quoi,
on n'imagine pas qu'on va rechercher des choses anciennes, alors que nous, comme il y a de la redondance, il y a de la redondance dans les concepts, il y a du flou dans les concepts, il y a de la redondance dans le discours, il n'est pas illégitime de faire des relectures. Et il est significatif d'ailleurs que il y a le problème de l'innovation. C'est-à-dire que on apporte quelque chose de nouveau, on dit il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Moi, quand j'ai fait mon livre, on m'attribue souvent la paternité de la traductologie. Comme souvent en histoire des sciences, et à fortiori en sciences humaines, c'est rare qu'il n'y ait pas, à peu près à la même époque, il y a plusieurs personnes, Brian Harris, d'autres, des Belges. Enfin bon, moi je suis très content qu'on me l'attribue. Mais en réalité, comme souvent quand il apparaît une approche, une théorie, une discipline, il y a du nouveau, et à la lumière du nouveau constitué, on fait une relecture, on découvre les précurseurs. Et il y a ce mouvement coupure épocale, on fait exister quelque chose, et à partir du moment où ça existe, on voit que ça existait avant d'une certaine façon au titre des précurseurs. Alors j'aime bien mais ça n'apparaît vraiment totalement que parce qu'à un certain moment on constitue, il y a un moment épocal de constitution de la théorie, de la discipline. Voilà, bon. Alors vous voyez, j'ai fait un peu le lien souvent entre mes trucs entre analogie et traductologie, mais aussi, je me permets des remarques épistémologiques dans l'idée que dans un séminaire dans nos domaines, ce qui est en cause, c'est la production du savoir, et notamment de l'écriture des maîtrises, des masters, des thèses sur lesquelles vous êtes, et dont la plupart d'entre vous faites ça sous la direction de Philippe Monneret. C'est une chance. Merci. Alors, merci beaucoup pour cet exposé. Nous allons maintenant prendre du temps pour les questions. Donc, vous avez la parole. Moi, j'ai bien sûr toutes sortes de questions et de remarques, mais je les réserve pour la suite. Et allez-y, je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Je vois peut-être un exemple qui contredit votre définition d'une bonne traduction qui est meilleure que l'original. Voici un exemple. C'est la traduction des trucs de Marcel, qui pose question à la traduction. La traduction hésite entre soit traduire un texte redondant, fragmentaire, absent, ou traduire un texte qui n'existe pas, mais qui serait l'illustration d'une pensée construite et claire, qui n'existe sans doute pas. Qui serait en quelque sorte la substance du contenu. Donc ma question, oui, ce serait, est-ce que si vous étiez journaliste politique devant traduire les tweets de Donald Trump aujourd'hui, seriez-vous sourcier ou cibliste? Je pense que je serais de toute façon cibliste, comme traductologue, et si en plus j'étais journaliste, comme j'aurais à satisfaire au politiquement correct si je gardais mon job, je ferais évidemment, je traduirais dans le sens de l'idéologie dominante, comme on voit tous les jours. C'est pour ça d'ailleurs que je ne regarde plus la télé, que je n'achète plus les journaux. Non, mais la question est astucieuse parce qu'effectivement, là, mais je la prends au sérieux. Et on légitime en quelque sorte le discours d'un homme politique un peu particulier. On le légitime ou on le délégitime? On le légitime en traduisant dans un français tout à fait correct. C'est ce que vous pensez, je pense. Oui, c'est-à-dire quelque chose. Pas très bien à travers ma question, c'est le choix politique. Voilà, mais pour compléter votre question, je me demandais si vous avez vous-même une idée sur ce qui se pratique en réalité en ce moment. Est-ce que c'est régulier? La question est clivante chez. Ah ouais, selon les journalistes. Il y a deux. D'accord. Oui, il y a deux positions. Mais je ne sais pas laquelle est dominante. Par contre, ma question voulait illustrer l'idée que dans toute tradition, il y a un choix politique. On décide ou non de reproduire une vision du monde. Et un autre exemple serait traduire Mankind ou Humankind. Traduire les droits de l'homme ou les droits de l'être humain, ce sont des choses qui sont... Oui,
Oui, par exemple, là, les droits humains, Human Rights ou Rights of Men, moi, au début, je pensais que c'était tout simplement le lobby féministe, LGBT, on peut plus dire man, parce que man, et les femmes, alors Women Rights. En réalité, c'est pour ça, par exemple, on avait des cartes d'électeurs avant, maintenant c'est des cartes électorales. Alors moi, je pense toujours que c'est de la géopolitique. Une carte électorale, c'est... bon. Je pensais que c'était ça, que c'était l'idée, le féministiquement correct. Et en réalité, j'avais fait une émission avec Jean-Louis Harwell, qui a publié récemment un livre qui s'appelle Les droits de l'homme contre le peuple, qui est un historien du droit, qui est un type très très bien, enfin, j'estime beaucoup. Et il explique, non, le Human Rights, ça correspond à un clivage idéologique d'emblée. C'est-à-dire, Right of Man, ça correspondait aux libertés publiques. Et Human Rights, ça veut dire la mise en place de droits humains sans limite. Alors que, autrement dit, hors d'un espace politique. Alors, bon, lui se plaçait à partir de lectures historiques qu'il a étudiées, et donc sans doute, effectivement, derrière le remplacement de Right of Man et Human Rights et droits de l'homme et droits humains, il y a non seulement le truc féministe, mais une chose beaucoup plus importante, qui est à certains égards beaucoup plus grave, me semble-t-il. Et alors, voilà, donc, et cela dit, j'avais mal entendu, parce que à mon âge, mon édition est un peu vacillante. Il me semble que vous avez dit que l'exemple que vous alliez donner semblait peut-être en contradiction avec ce que j'avais raconté, et je dirais non, ça va deux fois. Vous savez, Descartes, à un moment, on lui demandait, est-il vrai que dans l'urine des gens atteints par la rage, on trouve des figurines de chiens? Et Descartes a eu cette réponse superbe, cela ne va pas contre mes principes. Alors, ce que vous dites n'allait pas du tout contre mes principes, même dans le même sens, puisque c'est le théorème de dichotomie, on traduit comme ça ou comme ça, et on traduit avec des clivages idéologiques dans un sens ou dans l'autre. Et par ailleurs, effectivement, à partir du moment où on fait intervenir la subjectivité du journaliste, c'est pas simplement là où ça le gratte, c'est 1, sa culture, 2, le clivage interculturel des nations, 3, le donneur d'ouvrage, parce que les journalistes vendent du papier aux lecteurs, mais surtout à leurs commanditaires, parce que derrière un journaliste, il y a une rédaction, et derrière la rédaction, tous les journaux français sont possédés par des oligarques, un nombre très limité de l'oligarchie internationale. Et par conséquent, les journalistes, on le voit dans certains domaines, par exemple en Syrie, une désinformation massive. Voilà ma... Et alors effectivement, ce que vous dites... alors moi, j'ai pas voulu regarder Trump parce que, bon, c'est tout le monde... Trump. Donc moi, j'ai pris mes distances par rapport à ça. Non, mais là, c'est quand même un cas extrême où on voit tout de suite les enjeux politiques de la traduction. Oui. Hein. Là, oui, bien sûr. Ça saute aux yeux. Ça, mais il faudrait, ma réponse, c'est pas de dire ça m'intéresse pas, j'ai répondu sur le plan. Mais j'ai pas fait le travail empirique, c'est ça que je veux dire. J'ai pas fait le travail empirique qui consisterait à... Parce que j'ai entendu beaucoup de mes collègues se lancer dans des jugements très généraux, des diatribes, et je me suis dit, oh là là. Mets pas les doigts là-dedans. Voilà. Mais sur le fond, on est bien d'accord. Trop de consensus, ça inspire de la méfiance. Hein, trop de consensus que je connais, enfin dans le même, qui renvoie un consensus, mais un consensus qui renvoie à des présupposés que je connais, que je critique. Voilà. Je vais dire, ça m'étonne pas. Oui, voilà. On nous sert ça. On me resserre. Voilà. Et alors, mais maintenant, l'étude empirique des trucs, il faudrait voir. L'exemple que vous prenez, Right of Man et Human Rights,
l'interprétation que je faisais qui me paraissait de bon sens, en réalité, quand on regarde historiquement, à la lumière de ce que dit Jean-Louis Harwell, c'est encore plus intéressant, plus compliqué, ce qui veut dire qu'il y a un travail empirique à faire que je n'ai pas fait sur ce cas-là. Parce que pour ma traductologie, je prends souvent des exemples simples, parce que mon propos, c'est de développer une théorie de la traduction, enfin une théorie. Encore une fois, il y a deux sens de théorie. Il y a construction théorique qui vise à la rigueur, ce qui n'est pas à notre portée, contrairement à ce que certains racontent, ou espace de réflexion théorique. Et donc, le discours théorique qu'on développe ressemble à une théorie, mais il ne peut prétendre à la vérité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il installe un espace de réflexion théorique, un espace de discursivité. Bon, voilà c'est ça l'objet du prochain livre. Oui, pardon. Pour enchaîner sur ce que tu viens de dire, je me disais, bon, la réponse est sans doute un peu les deux, mon capitaine, mais ton travail de traductologie, dans ton esprit, comme ça, spontanément, il vise surtout à être une sorte de description qui donne à penser sur la question de la traduction, ou est-ce qu'il y a quand même aussi l'idée d'aider un peu le traducteur? Ah oui, non, complètement. Oui. Complètement, d'ailleurs. Mon titre, d'emblée, c'est traduire. Voilà l'objet, c'est l'action. Théorème pour la traduction. Et ce qui m'a poussé à travailler là, parce que quand on est jeune, je fais un livre. Moi, faire un livre, il y en a déjà pas mal. Je vais déboiser, qu'est-ce que j'ai à dire? Je vais déboiser, dégoiser. Au début, enfin, moi et vous sans doute, au début, enfin tous, on se dit, mais qui suis-je pour faire un livre, pondre plusieurs centaines de pages sur un sujet où je ne suis pas tout à fait le premier, hein? Mais ce qui m'a amené à le faire, c'est que, lisant ce que j'avais lu, j'ai tout lu, mais tout ce que j'avais lu sur la traduction, il n'y avait pas tellement de choses à ce moment-là, je trouvais que l'essentiel n'était pas vu. Et que moi, je voulais parler de la pratique. Parlant de la pratique, c'est-à-dire à partir de la pratique et pour la pratique. Et alors j'ai été amené je fais un texte que j'appelle les 4 âges de la traductologie. Alors je m'inspire un peu du clivage qu'établissaient les linguistes entre une grammaire prescriptive et une linguistique descriptive. Donc il y a eu une traductologie prescriptive où je rangeais pêle-mêle, une catégorie fourre-tout, je rangeais pêle-mêle des conseils, des opuscules philosophico, littéraires, etc. Et puis une traductologie descriptive. Oui, la première c'est normative ou prescriptive, et j'appelle ça la traductologie d'avant-hier. Et puis la traductologie descriptive d'obédience linguistique, qui est encore la majorité de ce qui se publie dans ce domaine, me semble-t-il, que j'appelais la traductologie d'hier. Et là, j'avais un collègue avec lequel on était amis. On a cessé d'être amis définitivement parce que je l'avais mis dans la traductologie d'hier. Alors que moi, je serais très content d'être dans la traductologie d'hier plutôt que dans la traductologie de jamais. Hein. De toute façon, comme disait, dites-en du mal, mais parlez-en. Hein, dites du mal de mes livres, mais achetez-les et parlez-en. Voilà. Et alors bon, mais c'est vrai que, alors c'est descriptif et contrastif. Alors on va comparer le texte original et sa ou ses traductions. C'est ce que fait mon collègue Lance Hewson à Genève, qui m'a fait venir à Genève, j'étais très content de venir à Genève, et lui, alors, il fait une traductologie descriptive d'orientation littéraire. Bon, alors, dans une perspective littéraire, ça peut se comprendre. Est-ce que cette traduction est bonne? Et en fait, quand je continue mon énumération, donc traductologie normative ou prescriptive, traductologie d'avant-hier, traductologie descriptive ou traductologie d'hier, traductologie scientifique ou traductologie inductive, qui est une traductologie à prétention scientifique, notamment à la lumière des études. Alors il y a un effort pour faire une sorte de qu'est-ce qui se passe dans la tête des traducteurs.
Hein, il y a eu des travaux à Genève, à l'Hésite, il y a des travaux de Hans-Peter Krings, et notamment, alors maintenant, on emploie une procédure qui s'appelle Think Aloud Procedure. Pensez tout. Alors, pendant un traducteur, on lui dit, pendant que tu traduis, dis ce que tu penses. Alors, bon, et on note, et voilà. Et puis, alors maintenant, on a pu avancer parce qu'il y a le problème de l'imagerie cérébrale. Alors, si on met un casque, on voit quelles sont les zones du cerveau qui s'agitent. Mais pour essayer d'en tirer des choses, bonjour. Hein. Et alors ça, j'appelais ça la traductologie de demain. Après, j'ai dit c'est la traductologie d'après-demain. Et maintenant, c'est la traductologie de jamais. Pourquoi? Parce que d'abord, les procédures cliniques, c'est-à-dire de penser tout haut, ou bien Tophoven proposait la traduction transparente. Il disait le traducteur, lui, prend des notes sur sa façon de traduire. Oui, mais est-ce qu'on note tout? C'est pas traductologie scientifique, c'est pas inintéressant. Et je pensais qu'il n'avait pas fait, qu'il recommandait ça aux autres. Or, il y a une fille que j'ai connue à Poppy qui dit qu'elle fait une thèse et qu'elle a retrouvé les papiers que sans doute lui a donné Tophoven, et on va voir l'auto-analyse. Et moi, quand je faisais mes traductions avant sur papier, j'écrivais sur des papiers recto, et au verso, je notais des réflexions sur les difficultés de traduction, parce que je me disais, ça me servira pour mes cours et pour mes bouquins. Mais, alors donc, il y a le côté clinique, qui est forcément partiel, subjectif, et puis le côté, alors étude, l'imagerie cérébrale, c'est tellement compliqué, qu'est-ce qu'on va tirer du fait que... Et puis alors, la vraie objection, c'est pour ça que c'est de jamais, c'est qu'en réalité, à supposer qu'on trouve des choses, on ne trouvera pas une traductologie, on trouvera de la neurolinguistique, tout simplement, et la traduction est une des activités langagières qui sera prise en compte par la neurolinguistique. Moi, j'avais suivi les travaux de Dubois et Caen sur la neurolinguistique. Bon, le fonctionnement bilingue, la traduction est une des configurations intéressantes, mais c'est pas un domaine spécifique. C'est un domaine des sciences cognitives. Ce sera un domaine de la neurolinguistique et de la psychoneurolinguistique dans les sciences cognitives. Et au milieu, il y a la traductologie productive. Alors vous avez remarqué, comme j'aime bien, comme je dis, j'apporte le plus grand soin à mon design terminologique, et j'appelle ça mon quatrain traductologique, parce que ça rime 2 à 2, prescriptive, descriptive, inductive, productive. Et la mienne, donc la mienne c'est la productive, enfin c'est ce que je prétends, c'est que je prétends mon discours est censé aider à la traduction, c'est une aide à la traduction. Et là, alors ça ne veut pas dire que je discrédite complètement les différentes modalités de traduction descriptive. Il y a beaucoup de translation studies, c'est beaucoup étudié, comparé, etc. Et, alors, ça peut être dans Lanciusson, c'est dans une perspective d'évaluation esthétique de traduction littéraire. Parfois, par exemple, en Amérique du Nord, depuis quelques années, il y a une perspective un peu idéologique. Alors, ils font du Bourdieu. Je ne veux pas critiquer les Français à l'étranger, mais quand même, on nous fait du Bourdieu sur la traduction. Pourquoi pas, mais moi je ne suis pas affolé des bourdieuseries. Et puis le problème, c'est pour la traduction, c'est on traduit. Alors est-ce que la traduction est bonne ou pas? Selon de quel principe? Mais alors je sais bien ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des coefficients idéologiques, mais c'est clinique. Enfin voilà, il me semble. Voilà un peu le cadre. Hein. Et alors mon choix, c'est traductologie productive. Et souvent, je dis, contre mes collègues de la traductologie descriptive, je ne m'intéresse pas à la façon dont un autre a traduit hier, mais de la façon dont moi, je vais traduire aujourd'hui. Et quand je faisais cours à l'ISIT, c'était mon objectif. Je formais mes filles, je les appelle mes filles, on a plein de filles dans les amphis, puis comme j'ai pas eu de filles, j'ai eu des garçons, alors je dis mes filles, c'est mes élèves. Et alors, j'étais content de donner des cours, parce que mes filles trouvaient du travail toutes en moins de 6 mois. Pour un prof, c'est agréable de savoir ça, savoir qu'on sert un peu à quelque chose. Et pour ça, la traductologie à laquelle je travaille, elle est censée avoir ça comme objectif principal. Mais ça n'exclut pas, enfin évidemment, ça suppose une connaissance.
c'est pas des recettes, c'est une analyse de la traduction dans la perspective de traduire. Qu'est-ce qui permet dans votre modèle de réduire le fait que les réalités d'où partent les langues ne sont pas analogiques? Que les réalités d'où partent les langues ne sont pas analogiques. Les réalités de D'où partent les langues. Ah, d'où partent Par exemple, quand on traduit un pain en français par bread en anglais, les Anglais n'ont pas le même type de pain en fait. Voilà, voilà. Oui, Benjamin prend l'exemple de broad and pain, oui, c'est pareil, c'est le même truc. Oui, c'est. Alors, est-ce que les crêpes sont des pancakes? Non, non, les pancakes ne sont pas des crêpes. Donc, qu'est-ce qui permet dans votre méthode de réduire ce... Alors, ça va, là aussi, ça va être la décision traductive. Quelle est la stratégie de communication? Alors, les Allemands ont développé Skopos théorie. Skopos en grec, ça veut dire la cible. C'est-à-dire que si je fais un livre de cuisine, j'explique que le bread n'est pas que pancake, c'est pas des crêpes. Si c'est un petit déjeuner qui est un élément pas très important, alors le mieux dans ces cas-là, c'est de prendre un générique. Hein, c'est prendre un générique quand il y a un générique. Mais je vois. Hein? Un hyperonyme en fait. Oui, c'est ça. Un hyperonyme. Mais ça va dépendre de la stratégie de communication. Hein, puisque les mots importants en traductologie, enfin, pour moi, c'est le mot important, c'est communication. C'est à qui je parle. Et j'avais fait un texte où j'avais dit qu'il faut désurmoiser la traduction. Désurmoiser la traduction, c'est on ne doit pas juger, faire la traduction en disant il y a un gars qui va lire ma traduction en regardant l'original pour trouver les fautes. Ça, c'est l'Édipe pédagogique, c'est l'Édipe scolaire. En réalité, je fournis un service de communication pour un public. Alors, ça va dépendre, hein, évidemment. Par exemple, si je traduis Nietzsche, est-ce que je le traduis pour des littéraires ou pour des philosophes? En fait, les deux. Mais Nietzsche va me poser le problème de savoir si, et il est d'abord l'immense philosophe que l'on sait, mais aussi le plus grand écrivain de langue allemande. À un certain moment, je vais devoir choisir. Être plus philosophe ou plus littéraire. En fait, en disant ça, je vois que je n'ai pas de solution. Parce qu'on ne va pas faire 2 éditions de Nietzsche. Hein, mais le problème se pose. Alors je vais moyenner. Mais dans certains cas, par exemple, oui, les réalités auxquelles ça renvoie sont différentes et je vais prendre un arbitrage par rapport à la logique du texte et du public visé. Je prends un exemple allemand, encore une fois. Il y a un mot allemand qui est Geisteswissenschaften. Wissenschaft, c'est les sciences. Geist, c'est l'esprit. C'est le même mot que ghost en anglais. Ghost, spirits. Alors, Geisteswissenschaften. Donc, littéralement, c'est les sciences de l'esprit. Les sciences de l'esprit. Certains, alors, dans ma thèse, je me gausse des gens qui mettent les sciences de l'esprit. Je dis c'est une traduction qui est à la fois un faux sens, un non-sens et un contresens. Un non-sens, qu'est-ce que ça veut dire les sciences de l'esprit? On va penser que c'est du spiritisme. Hein? L'esprit es-tu là? Qu'est-ce que ça veut dire les sciences de l'esprit? On ne sait pas. Bien, maintenant, il y a philosophie de l'esprit, il y a mind, etc. Bon, mais c'est maintenant. C'est 2 siècles après. Geisteswissenschaften, en réalité, c'est les sciences humaines. Sauf que, quand les Allemands ont mis au point ce concept, c'est un concept allemand, en fait, les sciences humaines en question, c'était essentiellement la philologie, c'est lié à la découverte des filiations de l'Indo-Européen, etc. Donc, une science humaine très, très, très rigoureuse, mais pas apodictique, pas scientifique aux sciences exactes, mais une vraie science quand même. Et c'était la littérature et la psychologie. Mais une psychologie impressionniste, une psychologie introspective, celle qui, moi, m'a été enseignée quand je faisais philo. Quand je faisais philo, il y avait psychologie, philosophie des sciences, morale et métaphysique. Et alors c'est intéressant parce que c'est marrant, enfin, j'ai eu la chance d'avoir un truc archaïque et puis de faire le moderne après, de rattraper. J'ai eu la chance d'avoir un enseignement archaïque et de devoir enseigner les trucs modernes.
Mais j'avais derrière les vieux trucs, quoi. Et alors, pourquoi je dis ça? C'est que... je disais... C'est sur sciences humaines, Geist. Oui, c'est ça. Alors, Geisteswissenschaften, les sciences de l'esprit, c'est complètement con. Et alors, moi, j'ai dit... Alors, dans un de mes bouquins, justement dans ma thèse, enfin, qui est ressorti chez Gallimard, j'ai eu la chance de publier ma thèse avant de la soutenir. Hein? C'est rare, oui. Oui, mais j'ai pas dit. Hein. Et d'ailleurs, le jury était très content puisqu'ils avaient un bouquin de 300 pages, je s'est tapé 600 pages de thèse. D'autant que j'avais fait un truc vicieux, parce qu'il y avait une partie traduction et une partie commentaire. Et je vous dis ça, c'est des astuces, vous ne ferez pas ça à Philippe Monod, maintenant il est au courant. Le volume traduction, je l'avais numéré en chiffres dits arabes, et le commentaire, j'avais numéroté en chiffres dits romains. Alors le jury, quand il me faisait une critique, je dis, mais page 212, c'est quoi? C'est CCXII. Et dans mon exemplaire, j'avais mis en dessous. Donc moi, alors, hein, voilà, 174. C'est L XXIV. Alors, bonjour. Hein. En fait, alors vous voyez, si vous donnez votre thèse en chiffres romains, je vous le déconseille. Il n'aimera pas. Mais eux, les patrons, ils trouvaient ça rigolo. Ils se sont dit, j'étais en 69, ils se sont dit, ah quand même, elle m'a encore inventé un truc. Voilà. Et alors, pourquoi je disais ça? Oui, c'est ça. Alors, je faisais, dans le bouquin, j'ai pu faire des notes très explicites, et je disais donc, science de l'esprit, et c'est à la fois un non-sens, un contresens, un non-sens et un contresens. Et alors, soit on traduit par sciences humaines, soit on traduit, et alors, sauf que les sciences humaines, quand il s'agissait de Dilthey, de Windelband, de ces penseurs, on ne dit pas sciences humaines, ce n'était pas encore le cas. Alors j'ai été chercher sciences morales. Il y a une académie des sciences morales et politiques, et donc sciences morales, en trichant un peu, en resémantisant, sciences morales, c'était l'état initial des sciences humaines, qui avait déjà été théorisé. Par exemple, Ricard avait proposé Kulturwissenschaften, sciences de la culture. Windelband, que j'aime bien, Windelband, sciences idéographiques et sciences nomothétiques. Bon, mais déjà, les Allemands se posaient vraiment la question sciences humaines, sciences exactes. Ils l'ont posé avant les autres. Et alors que nous, on était encore, les anglophones, les francophones, étaient déjà dans le positivisme. Il y avait les sciences et le reste, c'est du blabla sympathique. Et c'est tardivement qu'on a fait les sciences humaines. Si bien que Geisteswissenschaften, ou bien c'est les sciences morales quand ça correspond à des réalités différentes, à des réalités plus tout à fait contemporaines, alors que sciences humaines, c'est psychologie, sociologie, économie. Et donc, quand j'avais Geisteswissenschaften, eux, ils ont gardé le même mot, puisque la sémantique du terme évolue avec l'époque. Mais moi, dans ma traduction, théorème de dichotomie, soit sciences morales, soit sciences humaines, et je mettais le mot allemand entre parenthèses. De façon à ce que les gens disent, parce que même si on ne sait pas l'allemand, on s'y fait un peu, puis il y a des gens. L'allemand est devenu de plus en plus une langue secrète, mais il arrive que les mots étrangers, quand on les met, même si on ne sait pas bien la langue, on apprend à les reconnaître. Dans les termes grecs, on se dit, ah oui, moi j'ai fait très peu de grec, j'ai appris pour la grecque de philo, je déchiffre un peu. Alors je ne vais pas lire Homère, même pas Aristote en grec, mais je suis content de... Mais dans mes textes, quand je mets du grec, je mets toujours la graphie grecque et la transcription latine. Parce que la graphie grecque est plus perçue, difficilement perçue. Puis on se goûte avec les exemples, avec les esprits. Puis alors les imprimeurs, quand vous leur collez des mots grecs, alors entre les esprits rudes et les esprits doux, entre les accents aigus, les accents graves et le périspomène, sans parler des iotas souscrits, là, je me bagarre toujours avec les... Même chez Gallimard, mon bouquin, ma thèse,
dans les 2 premières éditions, j'ai dû bagarrer pour rétablir des accents qui avaient été mal fichus. Et c'était Gallimard d'alors. Hein, Gallimard où il y avait un correcteur, deux genres d'épreuves. Maintenant, vous recevez des textes. Enfin bon. C'est un autre sujet. Oui. Non, mais ça fait partie du boulot. Enfin, c'est les. Oui. C'était quand vous traduisez donc quelque chose, donc vous avez un peu cette façon de. Parlez plus fort parce que. Vous avez un peu donc cette façon de traduire, si je comprends bien, qui est presque de faire mieux donc, que l'original, en quelque sorte. Mais j'ai une petite question, c'est par rapport au phénomène, enfin, au référencement. Moi, j'ai déjà eu ces difficultés quand je voulais discuter d'un film et que je ne connaissais pas le nom du film, par exemple, en anglais, et donc je l'ai traduit à partir des mots en français, et ben c'était impossible. On était incapable de se comprendre de quoi est-ce qu'on parlait. Et en plus, dans le cadre donc, vous de dites, la recherche... vous avez essayé de traduire... vous étiez avec des anglophones et vous lui expliquiez... Un film américain que j'ai vu, mais à cause de ce principe de traduction... Des sous-titrages, oui, des... Donc mieux que l'original, le nom a été tellement transformé qu'il était impossible... Le nom, c'est-à-dire... Le titre du film. Ah, le titre, oui. A été tellement transformé comme l'avait fait pour le cas de ce livre en le dénommant... Après Marx. C'était impossible en fait donc, de Vous vous discuter... souvenez de l'exemple, c'était qui Non, ça n'a pas d'importance. Voilà, d'accord. C'est passé depuis. Et donc, c'est ça le grand problème, c'est par rapport à la traduction en soi, par extension, cette notion d'analogie, où même si on a des caractéristiques donc, qui peuvent varier, on va quand même faire référence donc, à un objet donc, commun entre les langues, donc, qui est une œuvre qui est définie. Oui. Si les termes changent trop, c'est très difficile en fait pour des... 3 éléments de réponse. 3 éléments de réponse. 1, la traduction, c'est... Tous les arguments contre la traduction se résument en un seul, elle n'est pas l'original. Alors, ça veut dire, si on regarde les films en français, c'est un film en français. Alors maintenant, la manie, deuxième élément de réponse, c'est de ne pas traduire les titres de films. Mais ça ne vaut que pour l'anglais. On peut laisser les titres en coréen, en russe, en chinois, en arabe, en hébreu, en espagnol, en italien. Alors même, c'est encore plus vicieux, ils même mettent des titres en anglais à des films autres. Alors, on ne reconnaît rien du tout. Non, je crois qu'il faut accepter, oui, la traduction, il faut accepter la perte. Vous avez gentiment dit faire mieux que l'original. Non, faire le médiateur. Parfois, exceptionnellement, on fait mieux. Dans mon histoire de sciences humaines, sciences morales, je ne fais pas mieux. Je fais une traduction qui satisfait à la logique du texte, aux capacités de réception de la culture cible. Je ne fais pas mieux. Je fais un acte de communication efficace. Et l'allemand m'a mis en position d'appliquer le théorème de dichotomie. Alors là, ce que vous dites, là, c'est, je ne peux pas retrouver l'original derrière la traduction. Oui. C'est d'abord, je termine juste et puis après d'abord, c'est vrai que jamais, ça c'est un fantasme, toujours, j'ai pas dit que c'est une naïveté que vous pensez, j'en profite pour faire un excursus. Souvent, il y a l'idée, il y a la traduction, on va retraduire dans la langue de l'original, on retrouvera l'original. On fait l'impasse sur, justement, l'entropie, les plus-values sémantiques et surtout la subjectivité du traducteur. Donc c'est une illusion, ça. En revanche, alors plus précisément pour les titres. Alors pour les titres, c'est très très typique. D'abord, à mon avis, on ne traduit jamais un titre. 2, il faut arriver à faire un titre qui soit court, accrocheur, efficace. Court, accrocheur et efficace. Qui fasse titre, donc qu'il soit assez court, accrocheur, efficace et qui désigne le produit. Parce qu'un titre, c'est comme la pub. Et alors, donc c'est pour ça, après Marx, où j'avais un autre texte, c'était Die Hauptfragen der Übersetzungswissenschaft, les principales questions de la traductologie. Ça, c'était un peu lourd.
Dans la traduction, j'ai appelé ça problématique de la traduction. Problématique au pluriel de la traduction. Là, on voit. Et d'ailleurs, encore une fois, mon titre est meilleur que l'allemand. Parce que j'ai traduit l'objet. Alors, en revanche, le problème que vous posez, c'est celui-là, c'est... alors, on retrouve Gone with the Wind, c'est quoi déjà la traduction? Voilà, autant n'importe le vent. La traduction est parfaite, elle est formidable, mais on ne retrouve pas Gone with the Wind, il faut les connaître. Alors, est-ce que l'alternative à ça, c'est de faire ce que je critique beaucoup, fondamentalement, la manie actuelle de ne pas traduire les titres, de mettre les titres en anglais, qui plus est, de mettre des titres anglais à des œuvres japonaises, turques, iraniennes, voire françaises. Soit alors on donne le titre que l'on veut. Non, pas le qu'on veut, le titre. Non, mais pas le titre oui. que l'on veut, mais donc on suit votre façon de traduire. Mais en plus de ça, en sous-titre, le titre original. Parce qu'il y a un vrai problème quand ensuite on veut parler avec des gens d'un autre pays, d'un objet qui est commun, et ben on ne se comprend pas. Et ça, c'est un vrai problème. Et là, j'ai envie de dire, c'est peut-être la renaissance de la tour de Babel. C'est la connaissance de... C'est la renaissance de la tour de Babel. Parce que là, oui. Donc là, c'est que c'est un vrai problème. Il ne faut pas que la traduction, au contraire, il faut qu'elle permette aux gens de se comprendre et que les idées puissent passer entre différentes langues aussi. Derrière ce que vous dites, si je puis me permettre, une psychanalyse langagière, au sens non pas freudien mais bachelardien du mot psychanalyse, il y a l'idée d'une transparence translinguistique. Or, moi je pense que Babel c'est très bien. Et d'ailleurs, quand on relit le mythe de Babel, en réalité, on l'a interprété comme une punition. Mais en réalité, Babel, c'est la possibilité de la liberté, de la différence. Et Hegel dit par exemple que heureusement qu'il y a les nations et la guerre pour maintenir la liberté. À partir du moment où on aura, et c'est ce vers quoi on nous entraîne, la gouvernance mondiale, la langue mondiale, le marché mondial, les saloperies mondiales, pas de tout le monde a droit à la viande aux hormones, tout le monde a droit à ça, on signe le traité transatlantique, on vire tout, c'est l'enfer. Heureusement, moi je serais mort, mais pas vous. Non, j'ai pas dit que vous le disiez, mais je pense que c'est quand même un peu l'idée, il faut assumer la perte. Mais moi, tout ce que je dis, c'est juste dans le cas des titres, c'est pas dans le cas de la traduction oui, mais générale, c'est le cas du titre, je trouve que c'est important. Alors ça dépend. Oui. Une référence. Oui, voilà, j'entends bien. Ça, pour moi, j'ai vraiment eu du mal avec votre expérience, enfin, avec votre, comment on appelle ça, votre exemple après Marx. Moi, j'ai trouvé que ça dénaturait trop par rapport au titre de l'original, et après, quand les gens parlent entre eux, là, c'est trop compliqué. Mais c'est que c'est parce que c'est un titre, et donc c'est une référence vers tout un contenu. Où là, après, on peut jouer avec les jeux des langues et leurs particularités, et c'est ça qui est très important. Alors, ça dépend des supports. Il ne faut pas globaliser, ça dépend des supports. Par exemple, mon livre, le livre de Habermas que j'ai traduit avec Marc Delaunay, un de mes élèves, qui est venu entre-temps un maître lui-même, le livre est là, et sur la page, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans une revue qui s'appelle L'Ours, vous voyez, titre original, éditeur, ça, et vous voyez, vous regardez le livre. Et alors, la question que vous vous posez, c'est, alors si vous regardez une revue de cinéma, oui, il y aura l'original. Mais est-ce qu'on va afficher le titre avec un sous-titre pour le vulgum pecus? Non, il s'adresse à des Français qui vont voir un film en français. Et puis il y a des savants, des types qui ils vont dans les cinémas d'art et d'essai, ils voient uniquement à la cinémathèque des trucs sous-titrés, parce qu'ils adorent les langues originales, ils voient un film turc en turc, un film persan en persan, un film japonais en japonais, puis ils ont
Bon, moi j'aime les... Et d'autant plus que les doublages maintenant sont de qualité. Les doublages sont de qualité. D'ailleurs, le cinéma italien est tout doublé. Tout le cinéma italien est doublé italien. C'est-à-dire que quand ils tournent en Italie, ils font pas le son. Et après, les types se doublent eux-mêmes en italien. Puis après, ils se doublent éventuellement en français. Donc, si vous voulez, alors le problème, c'est ça. Vous dites le mythe de Babel, oui, mais l'alternative à Babel, c'est le One World. C'est... Oui, mais alors, que pour l'anglais, ou alors il faut mettre en dessous en japonais, en coréen, en arabe. Je ne vois pas en quoi c'est que pour l'anglais. Oui, mais d'accord, mais alors, vous voyez ça sur l'affiche? Bah oui. Moi, ça ne poserait pas de problème. Non, à vous non. À vous non, mais est-ce que c'est de la communication efficace? C'est une affiche. Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais il y a une gestion de l'espace. Oui, mais est-ce qu'on parle de principe de traduction ou de principe de marketing? Parce que là, c'est plus le même sujet. Les deux, en général, hein, évidemment. La traduction, moi, j'ai dit, on assure un service de communication. Même quand on traduit Proust, un service de communication. Seulement, c'est pas du marketing. Là, dans ce cas-là, c'est une finalité littéraire. Mais je vais choisir. Moi, j'ai traduit Adorno, par exemple, des aphorismes. Et c'est un philosophe, mais il fait des aphorismes. Les aphorismes, c'est un problème parce que c'est à la fois de la littérature et de la pensée. Et il y a une grande économie de moyens. Et bon, je me plaçais dans une perspective de quel public je vise, quels sont ses présupposés et qu'est-ce qu'il va pouvoir accepter. Ce qui veut dire, c'est la raison pour laquelle les traductions vieillissent. C'est que la réceptivité du public va augmenter dans certains cas parce que les premières traductions ont élargi le public, et dans certains cas elle va reculer parce que entre-temps la culture s'est déplacée. Alors le paradoxe, c'est qu'on va des premières traductions assez adaptatives, très ciblistes, et puis une fois qu'on a mis le truc, on va aller des traductions, je dirais pas sourcières, mais ciblistes autrement, de façon plus près de l'original, et quitte à ce qu'on vienne aux anciennes traductions après, parce que les gens ne comprennent plus les traductions plus précises. Et alors, effectivement, si vous voulez, vous avez une expérience précise, mais je ne crois pas que ce soit... Je crois que ceux qui font les affiches... Je vois bien dans une revue de cinéma, oui. Dans les cahiers, dans Positif, bien sûr. Et ils font d'ailleurs des remarques sur les traductions. Pourquoi? Alors en général, les types, ils disent, pourquoi a-t-on traduit, je sais pas quoi, alors qu'ils n'ont pas réfléchi en général sur ce que c'est qu'un titre. Un titre doit être court, accrocheur et désigner le produit. Et c'est pour ça que, alors effectivement, il y a de la... moi j'assume complètement ce truc cibliste pour les titres. Pour les titres, mais je comprends bien la critique que vous faites, mais qui touche quand même une part infime du public. C'est que c'est un peu un public d'érudits. C'est une forme d'érudition. Et dans ce cas-là, il y a des supports qui doivent l'indiquer. Est-ce que ça doit être sur l'affiche? Est-ce que l'affichiste, si lui veut... L'affiche, il y aurait la place, matériellement, vous avez raison. Mais le problème, c'est qu'est-ce que l'œil accroche? Qu'est-ce que l'œil accroche? Un titre et 3 acteurs, et 2 actrices. Voilà. On va peut-être sortir du problème sur l'affiche là. Non, mais c'était... C'est un sujet intéressant. J'aurais bien aimé, pour conclure, parce que là je vois qu'il est moins 5, il va falloir qu'on se sépare bientôt. Revenir quand même sur le sujet de l'analogie et du rapport entre analogie, traduction, traductologie, avec 2-3 petites remarques qui vont, disons, indiquer les points d'accord assez fondamentaux que j'ai avec un certain nombre de choses que tu as dites. C'est-à-dire, d'abord, l'idée que la traduction est une pratique et que c'est une pratique, donc effectivement, qui s'observe, qui va dans certaines directions qui peuvent être diverses. Et en tant que pratique, elle fournit, pour celui qui s'intéresse à la question de l'analogie, des solutions qui viennent de différents besoins et qui effectivement doivent être examinées comme telles parce que
le point de vue, disons, un petit peu de Sirius, disons, un peu théorique sur l'analogie, oblige toujours à quand même quitter il faut le quitter, ce plan théorique, pour aller vers certaines pratiques. Alors la traduction est une des pratiques de l'analogie. Il y en a d'autres, dans le droit, dans les mathématiques. Ah oui, dans le droit notamment. Oui. Et dans les langues, bien entendu. C'est pour ça qu'on nous intéresse en linguistique. Mais effectivement, aller chercher dans les pratiques ce qui se passe, non pas pour savoir dans le cerveau, etc. C'est pas la question. Non, on est d'accord. C'est de se dire, tiens, alors d'abord il y a la question dans un texte de l'unité des choix analogiques qui sont faits, c'est-à-dire que l'exemple que tu as donné sur to be or not to be, vivre ou mourir, ou plutôt vivre ou ne pas vivre, tout est là. Je veux dire que là il y a un choix, il y a une orientation qui est donnée par le type d'analogie qui est choisi, enfin de traduction si vous voulez, qui est choisi, et là j'imagine qu'un bon traducteur, il est constant dans son... Voilà, moi je suis jaloux de cette traduction. Voilà. Et, non mais je veux dire, en plus, il ne s'agit pas de traduire juste le titre, enfin pas le titre, en l'occurrence, c'est pas telle formule, c'est une formule, mais il faut que le reste soit à la hauteur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça, où il y a... J'ai l'impression à un moment donné, pas à la hauteur, c'est pas ce que je voulais dire. Oui. Mais je veux dire que... éviter les disparates. Voilà, les disparates mais de si style. on s'adresse à un moment donné à un public, comme tu le dis, il faut garder en plus public et faire tous les choix dans le même sens. Alors là, pour les... Enfin, peut-être juste une remarque. Oui. Il y a une des formules que j'aime bien, c'est les bonheurs de traduction. On fait une traduction, il y a des moments où c'est très réussi. Moi, je sais, quand je faisais cours, je proposais ma traduction. J'ai là, vous voyez, l'admirail, mais ça, c'est pas mal, mais enfin, il a fait mieux. Alors, effectivement, c'est pas tout au même niveau. Le problème, c'est d'éviter les disparates stylistiques. C'est un truc complètement érudit, imbitable, et puis ensuite un truc très facile. On choisit quel type de public, quel type de texte, et on s'y tient. Et le disparate, il est littéraire, il est niveau de discours, etc. Là, oui. Voilà, non mais en plus c'est particulièrement intéressant parce que comme tu l'as remarqué, il y a autour de nous beaucoup d'étudiants qui viennent de toutes sortes de pays différents et qui sont concernés directement par la question de la traduction. Donc oui, effectivement, travailler et réfléchir à la traduction, c'est d'une certaine façon réfléchir à des problèmes d'analogie. Dernière petite remarque, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, mais là on n'a plus le temps, mais quand même, c'est important pour que, surtout c'est pour que les étudiants qui sont ici fassent le lien entre les réflexions qu'on a pu avoir, en particulier au premier semestre, sur les aspects un peu théoriques de l'analogie et ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est cette idée que ce qui est particulier, si tu veux, de mon point de vue, à partir de l'analogie dans la traduction, c'est au fond que le point de vue de l'analogie, c'est d'abord un point de vue cognitif, c'est dire que l'être humain ne peut pas faire autrement, spontanément, il établit des similarités, et à partir de ces similarités, il fait tendre certaines de ces similarités vers l'identité. Autrement dit, il va prendre un livre traduit pour l'original, ça va vers l'identité, c'est-à-dire que... Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose de spontané, c'est notre esprit qui est fait comme ça. Or, notre esprit, spontanément, il traduit tout le temps. Voilà, parce que ça, c'est un indéfinissable du système, parce que c'est un invariant anthropologique. C'est un invariant anthropologique, et tu donnais l'exemple, je ne me souviens plus, parmi les exemples que tu as donnés, tu en as donné qui étaient des titres très transparents, au fond, pour un Français, je me souviens plus, Construction, voilà, etc. Très transparent, on n'a pas l'impression de traduire quand on comprend ça, mais et c'est pas la problématique du bilinguisme, je parle bien de la problématique de la traduction. Donc le lien qu'il y a entre la question de l'analogie et la question de la traduction, c'est que pour moi le traducteur il fait quelque chose, il prend en charge sérieusement quelque chose qui est une tendance naturelle, mais il la modèle, il la contrôle. C'est une application. Ouais. Moi, je me situe en aval. Avec la traduction, on se situe en aval de l'analogie, qui a un domaine d'application beaucoup plus large. Sauf qu'en réalité, c'est vrai, on découvre que la traduction est un domaine d'application beaucoup plus large qu'on aurait cru au départ. Et c'est pour ça que c'est un indéfinissable du système, en réalité un invariant anthropologique. Désolé, on va être obligé de il y avait aussi beaucoup merci encore. Merci. Alors, je vais vous libérer parce que nous avons un peu dépassé l'heure. Je vous annonce tout de même que la semaine prochaine, nous aurons donc le plaisir d'avoir
notre collègue des Canaries, notre collègue espagnol. Ontologia. Voilà. Monsieur Vega, le professeur Vega, qui va nous parler du verbe être. Et la semaine suivante, nous aurons des exposés. Donc une séance uniquement avec des exposés. Il y en aura 4 au total.